أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 104e vidéo désormais vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, et c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Et le CQFD d'aujourd'hui, de votre Bled Magharibia, se consacre en partie à cette crise maroco-espagnole où Rabat et Madrid auraient entamé, semble-t-il, des négociations depuis juin dernier, alors que dans cet espionnage, méga-espionnage dit Pegasus, il en est relevé des éléments techniques qui inculperaient éventuellement le Maroc. Tandis qu'en ce qui concerne la situation en Tunisie, les islamistes marocains dénoncent, entre guillemets, ce qu'ils appellent un coup d'État dans un silence très officiel. Et d'un autre côté, les islamistes du mur, ce mouvement d'unicité et de réforme et d'al-adl ou al-ihsan, qui sont unanimes à qualifier la situation en Tunisie de coup d'État, alors que le parti de la justice et développement, le PGD, qui est au gouvernement, se montre, lui, plus prudent. Donc le Maroc officiel n'a pas encore exprimé de position sur le gel du Parlement et la destitution du gouvernement tunisien par le président de la République, qui a reçu récemment à Tunis le ministre des Affaires étrangères marocain, porteur d'un message verbal du roi Mohamed VI. Et comme si de rien n'était dans cette Algérie, confrontée à de multiples problèmes, et pour la première fois depuis la création du Polisario par son parrain, bien connu, qu'un pseudo-président reçoit les lettres de créance du représentant des milices séparatistes. Et à Alger, l'assistant du secrétaire d'État américain évite d'aborder la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, où le Malawi annonce l'ouverture très prochaine d'un consulat à Laayoune. Et donc, chers amis, après cette courte introduction, revenons-en, si vous le voulez bien, à cette crise maroco-espagnole où Rabat et Madrid auraient, semble-t-il, entamé des négociations depuis juin dernier, alors que le temps semble s'arrêter s'agissant de cette crise entre l'Espagne et le Maroc, où Rabat et Madrid ont entamé des négociations et en juin dernier et début de ce mois de juillet. Bien que le chef de la diplomatie espagnole, Sir José Manuel Álvarez,
s'est déjà rendu à Londres pour son premier déplacement à l'international et est parti ce mardi pour le Pérou. Il ne s'est toujours pas rendu à Rabat. Les deux pays ont pourtant intensifié leurs pourparlers, ce que rapporte El País. Citant des sources diplomatiques bien informées, le journal espagnol a indiqué que lors d'une première étape, la seule communication se faisait par le biais d'intermédiaires comme le haut commissaire de l'Union européenne, ce Josep Borrell, et d'autres membres de la Commission européenne. Toutefois, l'ambassadeur espagnol à Rabat, un certain Ricardo Diez Olcher-Leitner, et la directrice générale pour le Maghreb, Eva Martinez, qui a quitté son poste mardi dernier, ont eu par la suite des entretiens avec l'ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Ben Aïch, durant la période justement précitée. Et la conclusion de la diplomatie espagnole était qu'il ne fallait pas traiter la crise comme un épisode isolé à résoudre au plus vite, indiquent les mêmes sources. Le risque est de clore la crise d'une mauvaise manière et qu'elle se répète au bout d'un moment, affirment d'autres sources. Ainsi, pour éviter cela, l'Espagne a proposé une révision complète des relations bilatérales pour clarifier la position de chacun dans les chapitres les plus épineux. Les sources diplomatiques espagnoles admettent qu'un accord ambitieux ne sera pas facile et que la négociation prendra bien évidemment du temps. Si la visite du ministre José Manuel Álvarez à Rabat, qui a été envisagée ces jours-ci, sans aboutir par ailleurs, a lieu, ce ne sera pas non plus la fin du processus, mais une étape sur la voie du rétablissement de la confiance, conclut-on. Et quant à ce fameux méga-espionnage, des éléments techniques inculperaient, semble-t-il, le Maroc, puisque le royaume est accusé par 17 rédactions d'utiliser le logiciel espion Pegasus. Ainsi, le Maroc a demandé à ses accusateurs de fournir des preuves de son implication par l'établissement de la matérialité des faits. Aujourd'hui, le journal Le Monde, qui faisait partie des premiers accusateurs, répond en présentant des éléments techniques qui attestent de l'implication du Maroc. Le Security Lab d'Amnesty International, en partenariat avec le Citizen Lab, un laboratoire de recherche de l'Université de Toronto spécialisé dans l'analyse de logiciels espions, a annoncé dans un rapport public les résultats de son étude sur 40 téléphones compromis par le logiciel espion israélien Pegasus. Les experts ont pu notamment démontrer les traces de composants étrangers au système d'exploitation, tous signés par les traces que laisse ce logiciel Pegasus. Ces preuves de la présence d'un unique logiciel commercialisé par NSO Group se trouvent dans les similitudes que présentent les adresses Internet utilisées
pour communiquer avec l'extérieur par les téléphones infectés. Pour les iPhones, par exemple, la faille permettant l'infection provenait du système e-message avec lequel Pegasus entre en contact. Et parmi les téléphones inspectés, 4 personnes en lien avec le Maroc ont été contactées par un même compte iCloud bergers.o79 en 2019 déjà. Dans la liste des victimes, un certain Omar Radi, Joseph Breham, avocat ayant travaillé sur le Sahara, Lenaïg Bredou, journaliste ayant enquêté sur le patron du renseignement marocain, Abdelatif Hamouchi, et un avocat souhaitant garder l'anonymat. Le même compte iCloud a été utilisé pour infecter d'autres journalistes français, mais aussi hongrois, des cibles indiennes ou encore l'ancien ministre de l'écologie, François de Rugy. Récemment, ce compte a totalement disparu pour laisser place au compte Line Keller 2203 qui viendra exploiter une nouvelle faille de iCloud et infecter notamment Claude Mangin, épouse d'un militant sahraoui, Philippe Boissou, maire d'Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, et soutien de Claude Mangin, Oubi Bouchreya Bachir, représentant en Europe de ce front Polisario, ou encore Hicham Mansouri. Et selon les informations obtenues par les journalistes du Monde, plusieurs services de l'État en France ont acquis la conviction, que le Maroc était bel et bien client de Pegasus. D'ailleurs, le Citizen Lab avait identifié des attaques issues de l'appareil sécuritaire marocain utilisant Pegasus dès 2018 et ciblant en majorité des numéros marocains, mais aussi français et algériens, coïncidant avec les révélations du projet Pegasus. Et tandis que, en ce qui concerne justement la situation actuelle en Tunisie, les islamistes du Maroc dénoncent un coup d'État, entre guillemets, alors que le pouvoir garde un silence officiel. En effet, les islamistes du Mur, ce mouvement d'unicité et réforme, et de Adl ou l'Ihsan, sont unanimes à qualifier la situation en Tunisie de coup d'État. Et le PJD, ce parti de la justice et du développement, se montre quant à lui plus prudent. Et le Maroc dit officiel, n'a toujours pas exprimé de position sur le gel du Parlement et la destitution du gouvernement tunisien par le président Kais Saïd. La situation donc en Tunisie, où le président justement Kais Saïd a décidé dimanche dernier de geler purement et simplement les travaux du Parlement et de s'octroyer le pouvoir exécutif, n'a pas échappé aux islamistes marocains qui ont brisé le silence du Maroc officiel, c'est-à-dire du pouvoir. Ainsi, sur les pas du parti tunisien Ennahda,
qui a fustigé un coup d'État contre la révolution et contre la Constitution. Le mouvement Al-Adl ou Al-Ihsan a dénoncé lundi dernier un coup d'État clair et condamnable contre toute l'expérience démocratique tunisienne. Fermons les guillemets. Et c'est ainsi que le mur et Adl ou Ihsan dénoncent donc un coup d'État, puisque dans une déclaration relayée sur la liste de la Jama'a, Mohamed Hamdawi, chargé des relations extérieures du mouvement, a affirmé que le gel du Parlement et la destitution du gouvernement par le président tunisien est une mesure contraire à la constitution de la révolution. Il a ainsi appelé les forces tunisiennes et le peuple tunisien à rejeter cette mesure imprudente qui peut ramener la Tunisie à l'ère d'une odieuse dictature que la révolution du pays du jasmin a déjà renversée. Et lundi dernier également, les frères du mouvement Unicité et Réforme, donc ce mur, ont exprimé leur refus de tout coup contre les choix des peuples en matière de liberté, de dignité et de démocratie. Et dans une déclaration, un certain Abdelrahim Chéré, le secrétaire général de la matrice du PJD, a assuré que le mouvement reste contre tout coup, qu'il soit noir ou blanc. Donc, une non-réponse. En principe, comme nous rejetons cela pour notre pays, nous le rejetons pour tous les pays qui cherchent à se libérer, dit-il, de l'esclavage, du colonialisme, des lobbies, de la corruption, a-t-il rappelé. Et ce Abdelrahim Chéré, qui s'exprimait devant le 17e Forum national de la jeunesse du PJD à Marrakech, a noté qu'il n'y a deux chemins vers le développement et la réforme souhaitée que par les multiples approches, notamment politiques. Tout en insistant sur l'exemple tunisien, ce responsable du mur a souligné que selon les expériences, que ce soit dans les pays européens et occidentaux ou même les révolutions du printemps arabe, il s'avère que cette voie que les gens pensent facile reste la plus difficile. Elle ne vous laissera pas neutre et demande un militantisme continu pour ancrer les valeurs de la démocratie et de réforme afin de réaliser cette réforme justement souhaitée qui n'est pas seulement recherchée par les partis ou mouvements réformistes, mais également par les peuples qui ont fait ces révolutions et que nous avons soutenues et nous soutenons toujours, a-t-il assuré ce Abdelrahim Chéré. Alors que le PJD affiche une prudence face au silence du pouvoir marocain, et effectivement, le parti de la justice et du développement s'est montré plus prudent que d'habitude en évoquant la situation en Tunisie. Et si son secrétaire général, bien connu, décidément, ce Saad el-Din el-Othmani,
par ailleurs chef du gouvernement, a esquivé une question sur ce sujet en renvoyant la balle purement et simplement au ministère des Affaires étrangères. Le numéro 2 du parti de la lampe, donc du PJD, ce Slimane El-Amrani, a qualifié la situation de douloureuse tout de même, en exprimant sa confiance dans la capacité des partis tunisiens à surmonter cette crise. S'exprimant depuis Rabat, où le PJD a présenté son programme électoral, le secrétaire général adjoint a indiqué être sensible à l'expérience tunisienne en référence à la révolution de 2011 et qui a inspiré toutes les expériences démocratiques dans le contexte régional. Et ce qui s'est passé en Tunisie est douloureux pour tous, a-t-il ajouté. Les sorties médiatiques des islamistes du Maroc interviennent alors que le royaume marocain ne s'est pas encore exprimé sur la situation en Tunisie, au moment où des pays tels que la Turquie, la Libye ou encore les pays européens ont déjà exprimé leurs préoccupations en appelant au rétablissement de la stabilité institutionnelle dans les meilleurs délais. Mais néanmoins, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, s'est entre-temps rendu à Tunis, porteur d'un message verbal du roi Mohamed VI au président tunisien Kais Saïd. Et ce président tunisien, donc Kais Saïd, a reçu Nasser Bourita au palais de Carthage, indique la présidence tunisienne sur sa page Facebook. Donc à Tunis, le chef de la diplomatie marocain est porteur d'un message verbal du roi Mohamed VI au chef de l'État. Et lors de cette rencontre, les liens fraternels forts entre les dirigeants des deux pays ont été réaffirmés et la détermination commune entre les deux pays a été consolidée. Les relations a été renouvelée de continuer à travailler ensemble pour consolider les relations de coopération bilatérale et réaliser les aspirations communes des deux peuples frères vers une plus grande solidarité, précise toujours la même source. Et cette visite de Nasser Bourita à Tunis intervient moins de 72 heures après la décision du président Kais Saïd de suspendre les travaux du Parlement et limoger le gouvernement. Et ce mardi dernier également, le ministre algérien des Affaires étrangères, ce Ramdan Lamamra, est attendu également dans la capitale tunisienne. La veille, Kais Saïd s'était entretenu téléphoniquement avec son homologue algérien, cet athée. Alors que cette même Algérie, et pour la première fois depuis plus de 46 ans tout de même, un pseudo-président reçoit les lettres de créance d'un pseudo-représentant des milices séparatistes du Polisario. Jamais un président algérien n'a pris une telle décision. Mais en recevant l'ambassadeur de cette soi-disant République arabe sahraoui démocratique, cette race de ce Abdelkader Taleb Omar, venu lui présenter ses lettres de créance à cet athée qui a rompu
avec la foi traditionnelle de ses prédécesseurs, vieille de plus de 4 décennies. C'est une première, même pour l'Algérie, qui reconnaît la race depuis la date de son autoproclamation à Alger le 27 février 1976, puisque c'est cette Algérie même qui l'a créée et surtout qui continue de la parrainer. L'initiative de ce pseudo-chef de l'État algérien est porteuse de messages. À l'adresse de qui? Et bien évidemment à l'adresse du Maroc, puisqu'elle intervient dans un contexte politique très tendu entre les deux pays, marqué essentiellement par 2 grands événements. Il y a eu les négociations du 12 juillet dernier à Alger entre l'armée algérienne et des membres du Polisario sur la délimitation, une certaine délimitation de leurs frontières, on ne sait lesquelles par ailleurs, ainsi que l'appui, donc deuxième point, officiel du royaume. Et là est le point faible où ça fait mal. Donc, l'appui officiel du royaume marocain à l'autodétermination de la Kabylie, exprimé le 15 juillet passé par Omar Hillel, le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies. Une réponse du berger à la bergère. Et pour rappel, enfin, ce Abdelkader Talb Omar est en poste dans la capitale algérienne depuis le 18 mars 2018. Alors qu'à Alger, l'assistant de Blinken évite d'aborder la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Et le secrétaire d'État adjoint par intérim aux affaires du Proche-Orient, ce Joy Hood, s'est réuni à Alger avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce et de la promotion des exportations. Ce responsable américain a consacré également du temps à l'agence officielle APS, cette Algérie Presse Service, bien évidemment au service de ce vieux régime militaire pour répondre à des questions portant sur les relations bilatérales, la situation du Sahel, la crise en Libye et surtout la position de l'administration Biden sur le dossier du Sahara marocain. Et ici, notre position est la suivante. Nous voulons que les Nations Unies, l'ONU donc, dirigent le processus qui devra conduire à un accord accepté par l'ensemble des parties, garantissant la paix et la stabilité, a-t-il indiqué. Une solution qui sera bénéfique pour la région. Et Hood a précisé que son pays déploie des efforts en vue de la réalisation de cet objectif. Et il a ajouté que les États-Unis souhaitent la nomination dans les plus brefs délais d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara marocain afin d'encourager les parties à emprunter la voie des négociations. Un vœu déjà exprimé le 29 mars dernier par son supérieur hiérarchique, Anthony Blinken, lors d'une réunion avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général de l'ONU. Dans ses déclarations à l'APS, ce Joy Hood a évité d'aborder la très sensible reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur son Sahara. A rappelé aussi
que ce Joey Hood effectue du 24 au 29 juillet une tournée non seulement en Algérie, au Maroc, mais aussi au Koweït. Et justement, concernant ce Sahara marocain, le Malawi annonce l'ouverture très prochaine d'un consulat à l'Aïoun. Le ministre malawien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, un certain Eisenhower Ndoua Nkaka, a annoncé mardi dernier à Rabat la décision de son pays d'ouvrir un consulat dès ce jeudi à l'Aïoun. S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Boureta, le chef de la diplomatie du Malawi a indiqué que son pays a décidé d'ouvrir également une ambassade à Rabat. Et le ministre malawien a réitéré à cette occasion le soutien ferme et constant de son pays à la souveraineté du royaume sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Eisenhower Ndoua Nkaka a en outre exprimé la gratitude de son pays au roi Mohamed VI suite aux dons faits par le royaume marocain d'équipements sanitaires à plus d'une vingtaine de pays africains issus des 5 régions du continent. Il a, dans le même sillage, salué la fabrication et la mise en seringue du vaccin anti-Covid-19 par le Maroc, une initiative qui confirme une fois de plus la position du Royaume comme figure de proue dans la lutte contre la pandémie. Nos deux pays entretiennent des relations traditionnelles basées sur la fraternité mutuelle, a-t-il ajouté, notant que ces discussions avec le chef de la diplomatie marocaine ont aussi porté sur les investissements bilatéraux et des questions d'actualité telles que la lutte contre le terrorisme et le soutien mutuel dans les organisations internationales et continentales. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin notre entrevue, tout en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience et surtout pour votre participation en nous suivant, donc en nous écoutant, en nous suivant jusqu'au bout des séquences. Et toutefois, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant et en partageant autour de vous les séquences vidéo et partout où vous vous trouvez. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.